L'explosion du journalisme. Ignacio Ramonet. Il a été journaliste espagnol, professeur de théorie de la communication établi en France et l'une des principales figures du mouvement mondial alternatif. L'explosion du journalisme. Internet met les médias traditionnels en échec. Chapitre 1. Un changement d'écosystème. La mauvaise chose à propos de cet âge d'or de la communication et de l'information est qu'il n'y a aucun moyen de savoir ce qui se passe. Les brisés. Planète Média connaît une agitation d'une intensité jamais connue auparavant. L'impact de la météorite, Internet, comparable à celle qui a fait disparaître les dinosaures, provoque un changement radical dans tout l'écosystème médiatique et l'extinction massive des journaux de la presse écrite. La numérisation du monde transforme rapidement le biotope informationnel. Conséquence, des dizaines de journaux sont au bord de la ruine ou ont fait faillite. Leur ancien modèle économique s'est désintégré. La pratique journalistique elle-même affligée par une crise systémique doit être reconstruite et réinventée. Comme l'affirme un expert des nouveaux médias, l'ADN de l'information a changé, il faut changer l'ADN des journalistes, et pas seulement le code génétique de la presse écrite. Le tumulte atteint aussi les radios et les télévisions, notamment les chaînes d'information en continu, pour la plupart sans espoir de salut. Son audience n'a pas encore décollé, ses résultats commerciaux continuent d'afficher des pertes et ses meilleurs journalistes migrent vers le documentaire. Nous vivons un changement de paradigme. Une révolution qui avance par à-coups, avec de violentes accélérations et de fréquentes pauses, bien qu'elle ne soit pas universelle, puisqu'il ne faut pas oublier l'existence, dans un monde profondément inégalitaire, de l'abîme nord-sud considérable qui sépare les riches des pauvres, les infos riches et les infos pauvres. Très probablement, la presse écrite, moyen de communication de l'ère industrielle, ne disparaîtra pas. Mais l'information ne circule plus comme avant, dans des unités précises, contrôlées, bien corrigées et calibrées. Il n'est plus présenté uniquement sous ses formes fermées traditionnelles, télégrammes d'agence, journaux imprimés, journaux télévisés. Converti en immatériel, il prend désormais la forme d'un fluide qui circule en segments ouverts sur Internet presque à la vitesse de la lumière. Les réseaux sociaux et le Web 2.0 permettent aux web acteurs de compléter chaque actualité en ajoutant une nuance, un commentaire, une citation, une photo ou une vidéo, dans ce qu'on pourrait appeler un travail d'intelligence collective ou alchimie de les multitudes, selon les mots de Francis Pisani, en constant progrès. Internet se totalise et instaure, non sans risque, une nouvelle logique, différente de la production fordiste, typique de l'ère industrielle. À cette époque, bien qu'une pluralité de travailleurs spécialisés puisse contribuer à la fabrication d'un produit, celui-ci, au final, était livré complet, fini, clos, et correspondait point par point au projet initial. Ce n'est pas comme ça. La logique de l'information en ligne est de lancer une actualité brute, parfois même approximative, pour ensuite la corriger, la modifier ou l'enrichir en permanence et à tout moment. L'information devient un work in progress, un matériau en constante évolution, une sorte de conversation, un processus dynamique de recherche de la vérité, plutôt qu'un produit fini. Avant, l'article d'un journaliste n'apparaissait à la une que si le patron le décidait, expliquent Francis Pisani et Dominique Piotet. Aujourd'hui, ce même article peut passer au premier plan comme étant le plus lu, le plus envoyé par email ou le plus lié dans les blogs. Internet n'est pas un moyen de communication, déclare Jeff Jarvis. Professeur de journalisme à la City University de New York et blogueur, www.buzzmachine.com. C'est une société, un espace où l'on peut se connecter aux autres. Les médias voient Internet comme un moyen de communication. Mais ce n'est pas le cas. Les journaux d'information générale restent ancrés dans un modèle économique qui ne fonctionne plus. L'époque où presque tous les journaux publiaient les mêmes informations générales est révolue. Le marché est impitoyable face à une presse et des journaux incapables de générer des profits. Les réseaux de télévision ne sont pas sauvegardés. Son modèle est également devenu obsolète. Et la solution consistant à constituer, par fusions et concentrations, de grands groupes multimédia internationaux, comme cela se faisait dans les années 1980 et 1990, s'est révélée inefficace face à la multiplication de nouvelles formes de diffusion de l'information, de la culture et des loisirs via Internet. Dans ces conditions, quelle garantie de survie le journalisme de qualité a-t-il ?
N'y a-t-il pas d'autre choix, pour continuer à exister, que de recourir aux subventions de mécènes, de fondations ou de l'État? Paradoxalement, l'audience de la presse écrite n'a jamais été aussi importante. Dans la société des réseaux, les internautes continuent de rechercher l'accès aux médias traditionnels, en particulier les publications considérées comme plus sérieuses comme presse écrite, et visitent leurs pages d'actualité en ligne. Le nombre de lecteurs de ces journaux a augmenté exceptionnellement grâce au web. Parmi les 200 sites d'information en ligne les plus visités aux États-Unis, les médias traditionnels représentent 67% du trafic. Les 33% restants proviennent d'agrégateurs de contenu tels que Google Actualités, Yahoo News, et les sites dits pure players, c'est-à-dire présents uniquement sur Internet. Première presse mondiale en ligne, The New York Times, dont le tirage papier s'élève à 950 000 exemplaires, est lu par 43,7 millions d'internautes. En France, les sites Internet du Figaro et du Monde sont visités par plus de 5 millions de lecteurs par mois. Autre fait important, l'information en ligne continue de dépendre des anciens médias. 80% des liens trouvés sur les sites d'information, les blogs ou les réseaux sociaux américains renvoient aux médias traditionnels. La nouveauté réside dans le fait que les personnes qui accèdent ainsi au contenu des journaux souhaitent être lues et écoutées. L'information ne circule plus dans une seule direction. La logique verticale, qui caractérise la relation entre les médias et les lecteurs, est de plus en plus horizontale ou circulaire. Épisode 2. Érosion de la crédibilité des médias. Outre la révolution Internet, quels autres facteurs ont aggravé le déclin des journaux imprimés? En premier lieu, un élément conjoncturel, la crise économique mondiale qui se traduit, comme nous l'avons déjà souligné, par une baisse des recettes publicitaires. Cette crise a éclaté au moment le moins opportun, septembre 2008, pour une presse qui souffrait d'anciens problèmes structurels, l'extrême marchandisation de l'information, la spéculation financière, avec l'introduction en bourse, à l'occasion, des médias, et la fuite en avant, par fusions et concentrations, des grands groupes de médias, la dépendance excessive à la publicité, la concurrence des journaux gratuits, le vieillissement du lecteur de presse. De plus, un autre changement important s'est produit, les gens ne sont plus fidèles à un journal. Avant, la lecture régulière d'un journal donnait au lecteur une certaine identité politique. Ce n'est plus le cas car la plupart des publications, dans l'espoir de tout couvrir et de capter les lecteurs de n'importe quel signe, ont rendu imperceptible leur ligne éditoriale et flouté leur image. Les lecteurs se sentent trahis et, par conséquent, ne se considèrent plus liés par aucun pacte de fidélité. Preuve en est le témoignage d'un internaute qui ne tient pas sa langue. Libération, les INROC, Le Monde, entre autres, sont des journaux que je n'ai pas achetés depuis longtemps. J'aime trop être bien informé pour perdre mon temps. À mon avis, ils ne sont rien de plus qu'une presse de niche, une presse morte, stagnante dans sa position. Je les aimais bien, tout comme Actuel pendant un moment et Charlie Hebdo avant la valocrature, mais je ne suis pas fidèle. Si une publication ne répond plus à mes attentes ou trahit une grande partie de ce qui la rendait intéressante, j'arrête de l'acheter. De même, il existe une confusion permanente entre communication et information. Le monde de la communication, dont le métier est de diffuser des messages complaisants et flatteurs en faveur des entreprises qui les commandent, tend à se superposer à celui de l'information. Les digues entre les deux sphères commencent à se rompre. Il est de plus en plus difficile de distinguer un communicant d'un journaliste. Et que leurs fonctions sont très différentes, l'un loue tandis que l'autre informe. De nouvelles spécialités hybrides émergent, journalistes institutionnels, journalistes d'entreprise, journalistes de relations publiques. Ce qui nous amène à nous poser la question suivante, un journaliste qui est rémunéré par une entreprise et dont les articles tout favorables aux actions de l'entreprise qui l'embauche sont revus et validés par les dirigeants de l'entreprise, est-il vraiment journaliste? Un tel mélange d'activités porte atteinte à la confiance du public et porte un sérieux coup à la crédibilité du monde de l'information. À ces facteurs s'ajoute un grand reproche, l'érosion de la crédibilité. Les citoyens se méfient d'une presse appartenant à une poignée d'oligarques qui contrôlent aussi largement le pouvoir économique et agissent souvent en collusion avec les pouvoirs politiques. Le bon sens avertit que, lorsqu'un homme d'affaires achète un journal, il le fait presque toujours, soit pour défendre un système politique dont le triomphe l'intéresse, soit pour devenir lui-même homme politique en se faisant craindre. En tout cas, il le fera rarement par amour d'une information de qualité et indépendante. Concentration excessive.
En France, après une succession de manœuvres capitalistes, plusieurs éditeurs de presse en difficulté ont récemment été rachetés pour le prestige ou comme vecteurs d'influence par des hommes d'affaires. Certains d'entre eux sont des amis du président Nicolas Sarkozy, qui, depuis, nomme directement et personnellement les présidents des groupes publics de radio et de télévision. Dès 1843, Balzac affirmait, pour un homme d'affaires, un journal est un investissement capital pour lequel il reçoit des intérêts principalement sous forme d'influence et de plaisir, et seulement parfois de l'argent. Seuls 5 groupes dominent les médias de masse français, Hachette Lagardère, Prisma Presse, Mondadori France, Bayard Presse et l'Express L'Expansion. Quant à la presse quotidienne nationale, éditée à Paris pour toute la France, elle ne compte que 3 acteurs principaux, le groupe Figaro Saucé Presse, le groupe Amaury, le Parisien, l'Équipe, et le groupe Le Monde. Ainsi, la presse écrite française est concentrée entre les mains d'un petit groupe d'oligarques. Serge Dassault, président du groupe Dassault, constructeur d'avions, dont les chasseurs-bombardiers Mirage et Rafale, qui a repris le Figaro en 2004 et tente aujourd'hui de reprendre le journal populaire Le Parisien aujourd'hui en France, Bernard Arnault, président du groupe de luxe Louis Vuitton Moet Hennessy, propriétaire des marques Vuitton, Dior, Kenzo, Tag Heuer, Leo, Moet et Chandon, Guerlain, etc., qui a racheté le principal journal économique Les Échos, Alain Weil, de Nextradiotive, propriétaire de la radio RMC et de la chaîne de télévision BFM TV, qui a racheté, début 2008, l'autre grand journal financier La Tribune du groupe Louis Vuitton Moet Hennessy, et qui a annoncé, en mai 2010, qu'elle l'a vendu pour un euro symbolique à sa directrice générale, Valérie Decamp, Édouard de Rothschild, de la banque Rothschild et compagnie, qui a racheté le journal Libération en 2004, Alexandre Pougatchev, fils du banquier russe disgracié Sergueï Pougatchev, qui a racheté France Soir. Et enfin, le trio d'hommes d'affaires composé de Pierre Berger, ancien président du cabinet Yves Saint-Laurent, Xavier Niel, du groupe Iliad, maison mère de Free, le principal fournisseur d'accès à Internet, et Mathieu Pigasse, de la banque Lazare, et propriétaire de l'hebdomadaire Les INR Occuptibles, devenu en novembre 2010 propriétaire du Monde, journal lourdement endetté, dirigé par une équipe assez démoralisée depuis les révélations spectaculaires faites en 2003 par Pierre Péan et Philippe Cohen dans leur livre d'investigation La face cachée du monde et qui entre 2007 et 2011 a vu défiler pas moins de 4 réalisateurs. Des idées saines. Cette vague de concentration nuit au pluralisme, et les déclarations de Serge Dassault en septembre 2004 ont confirmé toutes les craintes. Dès sa prise de fonction, le nouveau propriétaire du journal Le Figaro a déclaré à la rédaction « J'aimerais, dans la mesure du possible, que le journal mette davantage en avant nos entreprises. Je pense qu'il y a parfois des informations qui demandent beaucoup de prudence, comme des articles qui parlent de contrats encore en cours de négociation. Il y a des nouvelles qui font plus de mal que de bien et nous risquons de mettre en danger les intérêts commerciaux et industriels de notre pays. Évidemment, ce que Serge Dassault appelle « notre pays », c'est sa société, Dassault Aviation. Et sans doute pour la protéger, il a censuré en août 2004 une interview d'Andrew Wang, un intermédiaire impliqué dans une opération de 500 millions de dollars en commission cachée pour la vente de 6 frégates Lafayette à Taïwan en 1992. De même qu'un reportage sur les pourparlers entre Jacques Chirac et Abdelaziz Bouteflika concernant un projet de vente d'avions Rafale à l'Algérie. Récemment, Serge Dassault a trouvé un article de Georges Malbruno intitulé « Les affaires secrètes d'Israël dans le Golfe Persique », publié dans le Figaro du 26 juin 2010, inapproprié pour son projet de vendre des avions Rafale au Moyen-Orient. Le propriétaire du journal a exigé que le patron du groupe Figaro, Francis Morel, licencie le journaliste. Face au refus de Morel, c'est finalement ce dernier qui est viré du journal en janvier 2011. En revanche, les explications de Serge Dassault sur les raisons qui l'ont poussé à racheter Le Figaro, un journal, avouait-il, permet de diffuser bon nombre d'idées saines, n'ont pas rassuré la rédaction du journal. Si à ces déclarations s'ajoutent les mots inoubliables que Patrick Lelay, alors directeur de la chaîne TF1, a prononcés en juillet 2004 à propos de la véritable mission du géant français des médias, le rôle de TF1 n'est d'aider Coca-Cola à vendre votre produit. Ce que nous vendons à Coca-Cola est du temps de cerveau humain disponible, nous pouvons voir les dangers impliqués dans le mélange d'activités aussi contradictoires que l'obsession commerciale et l'éthique de l'information. Dans la presse régionale, les conflits d'intérêts et la confusion entre communication et information sont parfois encore plus alarmants.
En Alsace, la banque Crédit Mutuel, dirigée par Michel Lucas, a pris le contrôle du groupe L'Est républicain en novembre 2010, qui comprend les journaux Les Dernières Nouvelles d'Alsace, DNA, et l'Alsace. Comme d'autres propriétaires de médias, cette banque part du principe qu'elle peut déterminer son contenu. Par exemple, en janvier 2011, à l'occasion d'une opération d'aide du Crédit Mutuel en Haïti, un reportage vantant cette action de publicité solidaire est publié dans les journaux du groupe, ce qui provoque les protestations des syndicats qui dénoncent les pressions de la banque, la mutualisation et l'uniformisation des porteurs et cette façon de rentabiliser un investissement. Ils ont également déploré une attitude qui ne peut que nuire à l'impartialité et à la crédibilité des journaux concernés. Ce mélange d'activités peut aller très loin sans que les lecteurs et les téléspectateurs s'en rendent compte. Par exemple, les grands groupes de médias sont cotés en bourse. Ce fait a-t-il une influence sur le contenu? Oui, les médias qu'ils possèdent ont tendance à censurer les informations qui peuvent leur nuire. Déjà en l'an 2000, dans un rapport du Pew Research Center, 35% des journalistes interrogés pensaient que les informations susceptibles de provoquer un conflit d'intérêts dans leur entreprise n'étaient pas publiées. Et Walter Wells, ancien directeur de l'International Herald Tribune, dont l'unique actionnaire est la société du New York Times cotée à la bourse de New York, alerte sur les conséquences de l'introduction en bourse des sociétés de presse, puisque leur objectif prioritaire est déjà donc, il ne sera pas de fournir une information indépendante mais d'obtenir des bénéfices pour ses actionnaires, il est courant que ceux qui doivent prendre une décision journalistique se demandent si cela fera monter ou baisser de quelques centimes la valeur boursière des actions du groupe d'édition. Ce type de question est devenu quelque chose de capital, les directeurs de journaux reçoivent constamment des directives en ce sens de la part des propriétaires financiers du journal. C'est un fait nouveau du journalisme contemporain, ce n'était pas comme ça avant. Il faut aussi tenir compte du fait qu'un cinquième des membres des conseils d'administration des 1000 principales entreprises nord-américaines sont également administrateurs des grands médias. Peut-on alors s'étonner que des journaux appartenant à des groupes multimédia adoptent, comme ligne éditoriale, la défense de la stratégie de leur entreprise? Certains journaux, convaincus que l'objectif historique des médias dans les démocraties consiste à former la société, n'hésitent pas à imposer aux lecteurs une conception subjective et partielle de l'information, vidant ainsi de sens le concept de presse libre dont ils se servent comme s'il s'agissait d'un argument purement idéologique. Consanguinité politique des médias. Il faut aussi tenir compte du discrédit des journalistes dominants, de plus en plus considérés comme une catégorie professionnelle et sociale en état de lévitation, c'est-à-dire sans pied dans la réalité, sans véritable contact avec la société, et en complicité et consanguinité permanente avec la classe politique qui, à son tour, se trouve énormément discréditée. Pour l'anecdote, rappelons à ce propos que la France est le pays d'Europe où la consanguinité politico-médiatique est la plus élevée en raison des nombreux couples qui dans la vraie vie sont constitués d'hommes politiques et de journalistes, Dominique Strauss-Kahn et Anne Sinclair, Bernard Kouchner et Christine Ockrent, Jean-Louis Borloo et Béatrice Schoenberg, etc. Poussés à cet extrême disent Philippe Cohen et Elisabeth Lévy, le concubinage entre politiques et journalistes est mortel pour les seconds et peut l'être pour les premiers. Dans la plupart des démocraties d'opinion, il existe, parmi les journalistes dominants, une sorte de compadréo, plein de complicité et de collusion. C'est, comme l'a justement décrit Serge Halimi, un petit groupe de journalistes omniprésents, au pouvoir adossé à la loi du silence, qui impose leur conception de l'information marchandise à une profession de plus en plus fragilisée par la peur du chômage. Ils forment, en complicité avec les chefs politiques, une sorte de cour frivole et mondaine, où ils se louent survolement avec une attention pleine d'âme dans l'espoir d'obtenir quelques faveurs en retour. Ils s'invitent, ils fréquentent les mêmes restaurants à la mode, les mêmes stations balnéaires et lorsqu'ils doivent débattre, en public, ils se livrent au rituel d'une cérémonie anodine et prévisible. En ce sens, les fameux dîners du siècle sont l'exemple le plus notoire de cette complicité. Le 4e mercredi de chaque mois, d'éminents journalistes français, dont Arlette Chabot, Claude Imbert, Laurent Geoffrin et Serge July, se rendent dans les salons du prestigieux Automobile Club de France, place de la Concorde à Paris, pour rencontrer les membres les plus puissants des élites dirigeantes françaises. Le Siècle, société très privée qui organise ces rencontres depuis plus de 60 ans, est l'un des instruments de soft power les plus efficaces en France. Cette pseudo-noblesse égocentrique fascine non seulement les journalistes des médias traditionnels, mais aussi ceux des médias numériques.
Le ministre, ancien socialiste converti au sarkozysme, Éric Besson le savait déjà en 2008 quand, à la tête de l'économie numérique du gouvernement, il invitait des blogueurs connus qui ne se faisaient pas mendier. Après lui avoir succédé de janvier 2009 à novembre 2010, Nathalie Kosciusko-Morizet a poursuivi l'opération séduction-corruption à plus grande échelle encore et dans un décor encore plus coloré. Elle invitait la crème de la blogobourgeoisie française dans les magnifiques salons de l'hôtel particulier de Broglie, situé rue de Varennes à Paris. À travers des dîners somptueux et mondains, le secrétaire d'État s'est acheté la complicité des blogueurs les plus influents, donnant toujours des cours aux journalistes professionnels, qui couraient se régaler et se vautrer dans une ignoble corruption morale. Aussi, les vraies élites ont toujours aimé l'ombre et la discrétion. Par définition, ils sont horrifiés par la transparence. Tout pouvoir trop exposé aux projecteurs médiatiques comme le pouvoir politique aujourd'hui est rapidement discrédité et dévalorisé. Pour cette raison, le pouvoir financier, invisible, indéchiffrable et caché, et celui des médias, qui ne consent à aucune critique, n'ont jamais été aussi intimidants qu'aujourd'hui. Cette situation est alarmante au point qu'elle nous amène à affirmer que les médias dominants constituent actuellement un grave problème pour la démocratie. Ils ne contribuent plus à élargir le champ démocratique mais insistent plutôt pour le restreindre et le saper. Censure démocratique. Peu à peu, les citoyens prennent conscience de ces nouveaux dangers et commencent à montrer une grande méfiance vis-à-vis de la manipulation médiatique. Paradoxalement, ils craignent de se retrouver, dans les sociétés hypermédiatisées dans lesquelles nous vivons, en état d'insécurité informationnelle. Alors que la fiabilité des médias décline à mesure que l'information prolifère, un nouveau phénomène émerge, la censure démocratique. Nous avions l'habitude de penser que la censure était typique des régimes autoritaires, qui agissent généralement par des imputations et des interdictions de l'information, et placent des obstacles entre l'information libre et les citoyens qui entravent la libre circulation des informations. Mais de nos jours, dans les sociétés démocratiques, l'information est devenue si abondante et si parasitée, soft news, infotainment, trash news, qu'elle nous étouffe littéralement et nous empêche de savoir quelles autres informations nous sont cachées. Aujourd'hui, entre la liberté d'information et les citoyens, il existe un mur d'information pratiquement aussi infranchissable que les obstacles dressés par les dictateurs. En d'autres termes, ce mur de l'information est précisément ce qui nous empêche désormais d'accéder à l'information. Cet excès bloque le chemin de la connaissance. L'homme contemporain court donc le risque de devenir ignorant, saturé d'informations. La crise de crédibilité des médias a aussi d'autres causes. Le journalisme spéculatif, de divertissement et de spectacle triomphe au détriment de la demande et de la qualité. La mise en scène de l'information prime sur la vérification des faits. Dans les médias en ligne, les nouveaux journalistes ont tendance à passer plus de temps à diffuser des informations qu'à rechercher des informations ou à réfléchir. Ils sont maintenant nettement plus réactifs et moins méditatifs et sont plus attentifs aux événements mais moins sensibles au contexte. Autre enjeu transcendantal, l'obsession de la vitesse, d'une immédiateté qui conduit les médias à commettre de plus en plus d'erreurs et à confondre rumeurs et faits avérés. La rage d'Internet a également atteint les lecteurs de nouvelles en ligne. Nicolas Carr, spécialiste des nouvelles technologies et auteur du livre The Shilohs, What the Internet is Doing to Our Brain, Shiloh. What is the Internet Doing with Our Minds, affirme qu'Internet, les ordinateurs, Google, Twitter et le multitâche ils nous éloignaient des formes de pensée qui demandent réflexion et concentration, ce qui transforme peu à peu notre mode de fonctionnement intellectuel. Ils font de nous des êtres plus efficaces pour traiter l'information, mais moins capables d'approfondir cette information. Internet, avec son hypertexte hétéroclite et son immense quantité d'informations, nous invite à naviguer entre les contenus et pourrait nous faire perdre la capacité de lire des textes longs et complexes. La mort du quatrième pouvoir. Ainsi, les médias, au lieu de dresser un mur contre ces dérives, ont contribué à discréditer le soi-disant quatrième pouvoir. Il faut rappeler que, depuis la seconde moitié du XXe siècle, la presse et les médias ont constitué, dans les démocraties, le recours des citoyens contre les abus des trois pouvoirs traditionnels, législatif, exécutif et judiciaire, susceptibles de échouer et faire des erreurs. Nous ne parlons pas d'États autoritaires où le pouvoir politique est, par définition, responsable de toute violation des droits de l'homme et de la censure des libertés.
Dans les régimes démocratiques où les lois sont votées démocratiquement, les gouvernements sont issus du suffrage universel et la justice est indépendante de l'exécutif, de graves abus peuvent être commis. Il peut arriver, par exemple, que la justice condamne un innocent, voire l'affaire Dreyfus en France, ou que le Parlement vote des lois iniques. Le Royaume-Uni, la France, la Belgique ou les Pays-Bas ont colonisé l'Afrique avec l'assentiment de leurs assemblées législatives, ou des lois ségrégationnistes contre certains secteurs de la population. Ce fut le cas aux États-Unis, pendant plus d'un siècle, avec Afro-Américains réduits en esclavage avec le consentement démocratique du Congrès. Enfin, les gouvernements démocratiques peuvent appliquer des politiques qui discriminent une partie de la population, c'est le cas actuellement dans certains pays de l'Union européenne avec les gitans et les sans-papiers. Traditionnellement, dans les contextes démocratiques, les journalistes et les médias considéraient que leur devoir était de dénoncer ces violations des droits, et à certaines occasions ils l'ont payé cher en étant victimes d'attentats, de disparitions, de meurtres, comme c'est encore le cas au Mexique, Honduras, Colombie, Guatemala, Turquie, Pakistan, Russie, Philippines et de nombreux autres pays. C'est la raison pour laquelle on a longtemps parlé d'un quatrième pouvoir, alors qu'il s'agissait en réalité d'un contre-pouvoir puisqu'il faisait contrepoids aux trois autres, qui était d'ailleurs celui qui permettait l'émergence, dans les démocraties modernes, d'un acteur décisif, l'opinion publique. Cette dernière n'existait pas avant l'essor des masses médias à la fin du XXe siècle. Ce quatrième pouvoir était, en somme, grâce au sens civique des médias et au courage des journalistes eux-mêmes, le pouvoir qu'avaient les citoyens de critiquer, de rejeter et de s'opposer, démocratiquement, aux décisions politiques ou judiciaires qui, bien que légales, pourraient être injustes, voire criminelles. La presse, comme nous l'avons déjà souligné, était alors la voix des sans-voix. Au cours des 20 dernières années, avec l'avancée de la mondialisation économique, le contenu du quatrième pouvoir s'est vidé de sens. Elle a perdu sa fonction essentielle de contre-pouvoir. Une seule sphère ? Aujourd'hui, le vrai pouvoir est entre les mains d'une poignée de groupes économiques et financiers et d'entreprises multinationales qui ont encore plus d'influence que les États eux-mêmes dans les affaires mondiales. Ils sont les nouveaux maîtres du monde. Dans ce nouveau cadre géoéconomique, une métamorphose décisive s'est opérée dans le domaine des médias de masse. La révolution numérique a fait tomber les frontières qui séparaient les trois formes traditionnelles de communication, le son, l'écrit et l'image, et a favorisé l'essor d'Internet, qui représente une quatrième façon de communiquer, une nouvelle façon de s'exprimer, de s'informer, de créer, de consommer, de se distraire, d'établir des relations. Mais les entreprises de médias non seulement aspirent à regrouper tous les types de médias, édition, photographie, presse, radio, cinéma, télévision, Internet, mais elles entendent également exercer toutes les activités appartenant à trois grandes sphères, culture de masse, communication et l'information qui jusqu'à présent étaient autonomes. D'un côté, la culture de masse, avec sa logique marchande, ses créations populaires et ses objectifs essentiellement marchands. D'autre part, la communication, la publicité, le marketing, la propagande et la rhétorique de la persuasion, et enfin l'information, avec ses agences de presse, les journaux télévisés ou radiophoniques, la presse écrite, les chaînes d'information en continu, les sites d'information en ligne et les blogs, soit l'univers de tout journalisme. Ces trois sphères, auparavant bien différenciées, fusionnent peu à peu pour ne former qu'une seule sphère colossale dans laquelle il est de plus en plus difficile de distinguer les activités liées à la culture de masse de celles liées à la communication, à l'information ou à Internet. Internet absorbe tout, tout est désormais sur Internet. De plus en plus, les entreprises des nouveaux médias, productrices de symboles, diffusent des messages de toutes sortes mêlant télévision, dessins animés, films, jeux vidéo, CD musicaux, DVD, éditions, pages web, sites de loisirs, comme Disneyland, sport-spectacle, etc. En d'autres termes, les entreprises de nouveaux médias ont deux singularités. Ils s'occupent tout d'abord de tout ce qui touche à l'écrit, à l'image et au son, et le diffusent par différents canaux, presse écrite, radio, télévision, Internet, téléphone, tablette. Et deuxièmement, ces entreprises sont mondiales et pas seulement nationales ou locales. Mais les nouveaux géants du net, comme Google, Yahoo ou Facebook, ont un avantage décisif, ils sont nés dans le nouvel écosystème et sont bien mieux adaptés à un environnement dans lequel Internet est l'oxygène. En 1941, Orson Welles attaqua les superpuissances de Citizen Kane. Cependant, comparé aux géants mondiaux des médias d'aujourd'hui, le pouvoir de Kane était négligeable.
Khan, qui possédait quelques quotidiens imprimés dans un seul pays, exerçait un pouvoir minuscule, bien qu'il ne soit pas inefficace au niveau local ou national, par rapport à l'artillerie lourde des géants des nouveaux médias. Une matière première stratégique. La communication, y compris l'informatique, l'électronique et la téléphonie, est devenue une matière première stratégique, et ce sont les nouveaux géants de ces secteurs qui la contrôlent. Le chiffre d'affaires des industries de la communication au sens large, informatique, Internet, téléphonie, médias, culture, jeux vidéo, publicité, réseaux sociaux, qui s'élevait à près d'1 milliard d'euros en 1995, est passé en 2010 à près de 3 000 milliards d'euros, ce qui représente environ 15% du PIB mondial. La mondialisation, c'est donc aussi la mondialisation des médias de masse, de la communication, de l'information et d'Internet. Les maîtres d'Internet sont les mêmes d'un bout à l'autre de la planète, Time Warner, Walt Disney Company, News Corporation et Bertelsmann, dominant le industrie du divertissement, 37, Hewlett-Packard, Samsung, Dell et Hitachi, grands groupes d'électronique grand public, AT&T, NTT, Verizon et Deutsche Telekom, dominant le marché des télécommunications, Alcatel, Nokia, Cisco Systems et Motorola, principaux fabricants d'équipements de télécommunications, Hewlett-Packard, Dell, Acer et Lenovo, régnant sur le marché des équipements informatiques, Microsoft, Oracle Corporation, Symantec et SAP Argent, principaux fabricants de logiciels informatiques, Facebook, MySpace et Twitter, les principaux réseaux sociaux, Google, Yahoo et Bing, à la tête des moteurs de recherche, et d'autres multinationales comme Apple, Sony, LG, Philips, eBay, propriétaires de PayPal, Amazon, etc. Les grands groupes médiatiques, soucieux de maintenir leurs gigantesques empires et de conquérir de nouveaux marchés, ce qui les oblige à courtiser d'autres puissances, ne se fixent pas l'objectif civique de devenir la quatrième puissance, ni ne dénoncent les dérives contre la droite, ni corriger les dysfonctionnements de la démocratie. Ils ne veulent même pas s'ériger en quatrième pouvoir, encore moins agir en contre-pouvoir. S'ils continuent à s'autoproclamer quatrième puissance, c'est parce qu'ils ont désormais rejoint les trois autres puissances dominantes, politiques, économiques et financières. Et parce qu'à leur tour, ils n'hésitent pas à se soumettre, en tant que pouvoir complémentaire, en tant que pouvoir médiatique, aux citoyens. Guerre médiatique. Comment résister à l'offensive de ce nouveau pouvoir qui trahit en quelque sorte les citoyens et qui s'est rangé avec toutes ses puissantes armes de persuasion du côté de l'oppresseur? Nuestro propio État est la création de un quinto poder cuya función social a de denunciar el superpoder de algunos grandes grupos mediáticos que, en determinada circunstancia, no solo no defienden a los ciudadanos sino que actúan en su contra, como ocurre actuellement en un buen número de les pays. Au Venezuela, en Équateur, en Bolivie, en Argentine et dans d'autres pays où l'opposition conservatrice a été battue lors d'élections démocratiques, les principaux groupes de presse, de radio et de télévision ont déclenché une véritable guerre médiatique contre la légitimité des nouveaux présidents comme Hugo Chavez, Rafael Correa, Evo Morales ou Cristina Fernández de Kirchner. Aux États-Unis, les médias de la droite républicaine n'ont pas non plus accepté l'élection, en 2008, du président Barack Obama. Ces offensives de haine contre les différentes mesures préconisées par l'administration Obama, notamment contre la réforme de la santé, ont conduit à une extrême polarisation de la vie politique et ont favorisé la montée du Tea Party, mouvement qui se proclame d'extrême droite et dont les followers affichent de grandes photos de Barack Obama ridiculisé avec la moustache d'Hitler. Rush Limbaugh, animateur de radio ultra-conservateur, considéré comme l'une des 50 personnalités médiatiques les plus influentes aux États-Unis, empoche 50 millions de dollars par an pour avoir provoqué et agressé sans relâche Barack Obama, qu'il qualifie de « magicien noir », de « crétin » et de « démoniaque. Les médias ultra-conservateurs du groupe News Corp de Rupert Murdoch, notamment Fox News, sont les porte-paroles de toutes ces campagnes. L'animateur populaire de Fox News, Glenn Beck, est connu pour avoir qualifié Barack Obama de raciste. Sur les chaînes câblées populistes, une autre superstar, Bill O'Reilly, s'en prend chaque jour à Obama avec de fausses vérités et des allusions racistes, et se moque des musulmans. Début 2011, le milliardaire républicain Donald Trump, qui dirige une émission de télé-réalité The Apprentice sur le réseau NBC, revient vicieusement sur les accusations absurdes contre Obama, niant contre toute évidence que le président soit né aux États-Unis. Et remettre en question la légalité de leurs diplômes obtenus dans les universités de Columbia et de Harvard.
Tous les médias conservateurs ont repris ces arguments pour tenter de délégitimer Obama. Avec une rhétorique empoisonnée, ces médias font du battage médiatique et appâtent les Américains 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, induisant perpétuellement la paranoïa et créant un dangereux climat de violence. Certains analystes les accusent d'avoir été les auteurs intellectuels du massacre de Tucson au cours duquel un homme de 22 ans, le 8 janvier 2011, a tiré à bout portant dans la foule présente à un rassemblement démocrate, faisant 6 morts. Et 14 morts et blessés, dont la députée démocrate élue en Arizona, Gabrielle Giffords, qui a été grièvement blessée par balle à la tête. L'appareil idéologique de la mondialisation. Dans la nouvelle guerre idéologique que suscite la mondialisation, les médias sont utilisés comme une arme de combat. Ils ont abandonné le rôle de « quatrième pouvoir » et aspirent à défendre leurs privilèges de caste. Comme en d'autres temps l'oligarchie terrienne l'a fait, les propriétaires actuels des domaines médiatiques s'opposent à toute forme de réforme sociale et à toute redistribution plus juste de l'immense richesse nationale. Les cas cités sont un exemple clair de la nouvelle situation internationale dans laquelle divers groupes médiatiques, désormais enragés, assument ouvertement leur nouveau rôle de chien de garde du désordre économique établi et de leurs nouvelles conditions de pouvoir anti-populaire. Ces grands groupes se sont non seulement érigés en puissance médiatique mais sont aussi devenus, avant tout, l'appareil idéologique de la mondialisation. Ils n'agissent plus comme des médias mais comme d'authentiques partis politiques. Ils ne revendiquent pas le droit à la critique mais se dressent plutôt comme une opposition idéologique. Sa véritable mission est de freiner les revendications populaires. Son modèle reste Silvio Berlusconi, leader du principal groupe de communication italien, démocratiquement élu président du Conseil. Berlusconi a montré que, lorsque l'on possède la première fortune d'un pays et contrôle son principal groupe médiatique, gagner démocratiquement les élections nationales constitue une simple formalité. La sale guerre des médias, qui se déroule actuellement dans bon nombre d'États contre les présidents démocrates est la réplique de ce que le journal El Mercurio a fait au Chili, au début des années 1970, contre le gouvernement du président Salvador Allende. Et qui a conduit au coup d'État militaire du 11 septembre 1973. Ces campagnes avec lesquelles les médias tentent de mettre fin à la démocratie se poursuivent. Le président de l'Équateur, Rafael Correa, victime d'une tentative de coup d'État le 30 septembre 2010, a accusé les médias, estimant que leur responsabilité dans ce putsch était énorme. Les médias sont des conspirateurs permanents. Ils sont les gardiens du statu quo. Les habitants de Quito ont été incités et manipulés pendant des semaines par une presse corrompue. C'est ce que nous avons reçu en permanence depuis notre premier jour au gouvernement, surtout pour ne pas nous soumettre passivement à la presse, qui est considérée comme un pouvoir englobant. Au Honduras, le 28 juin 2009, le président Manuel Zelaya a eu moins de chance. Il a été renversé par un coup d'État organisé par une alliance entre les pouvoirs de l'oligarchie traditionnelle et ceux de la réaction classique, armée, église, rejoints par les pouvoirs médiatiques. Ensemble, et au nom de la liberté d'expression, ils s'en sont pris aux réformes démocratiquement votées qui défendaient les intérêts de la majorité de la population. C'est le paysage médiatique de la mondialisation. Les médias de masse et la mondialisation libérale vont de pair. Il est urgent d'exiger que les grands médias permettent à leurs journalistes d'agir en fonction de leur liberté de conscience et non en fonction des intérêts des groupes, entreprises et employeurs qui les embauchent. Information contaminée. Du fait de l'explosion, de la multiplication et de la surabondance d'informations, elle est littéralement contaminée, empoisonnée par les mensonges en tout genre, intoxiquée par les rumeurs, les déformations et les manipulations. Ce qui s'est déjà produit dans le secteur alimentaire se produit dans ce domaine. Pendant longtemps, la nourriture a été rare, et c'est encore le cas dans de nombreuses régions de la planète, mais lorsque vers 1950, grâce aux révolutions agricoles, les campagnes se sont mises à produire en abondance, notamment dans les pays d'Europe de l'Ouest. Et en Amérique du Nord, la population a commencé à se rendre compte que de nombreux aliments étaient contaminés, empoisonnés par les pesticides, et provoquaient de nombreux problèmes de santé, obésité, maladies cardiovasculaires, cancer, ce qui a déclenché une panique de masse, comme cela s'est produit dans les années 1980 avec l'épidémie de vaches folles. Ces événements nous ont fait prendre conscience que si nous pouvions mourir de faim auparavant, nous pouvions maintenant mourir en mangeant des aliments contaminés. La même chose se produit avec les informations.
Il a été très rare tout au long de l'histoire, et même aujourd'hui, il existe des régimes dictatoriaux dans lesquels des informations complètes et fiables ne sont pas disponibles. Or, dans les États démocratiques, l'information débordée, on l'a vu, nous étouffe. Le philosophe grec Empédocle disait que le monde était formé par la combinaison de 4 éléments, l'air, l'eau, la terre et le feu. À l'ère numérique, l'information est si abondante qu'elle constitue le 5e élément de notre monde globalisé. Et comme vous pouvez le voir, comme pour la nourriture, l'information est contaminée. Il empoisonne souvent notre esprit, pollue le cerveau, nous intoxique et essaie d'injecter dans notre inconscient des idées qui ne sont pas les nôtres. Pour cette raison, de plus en plus de citoyens réclament ce qu'on pourrait appeler une « écologie de l'information », qui nettoie et range l'information de toute cette « marée noire » de mensonges. Il faut décontaminer l'information et exiger une diminution de son volume. Moins d'informations mais de meilleures informations. De la même manière qu'il existe des aliments bio, en principe moins contaminés que les autres, on devrait pouvoir obtenir une sorte d'information bio, pouvoir acheter un journal avec le Sonoli, consulter un site internet qui affiche le label, sans rumeur, regarder une émission télévisée avec le label, non testée sur les citoyens, ou écouter le jingle, réalisé avec des informations vérifiées, à la radio. Un grand nombre de citoyens s'inquiètent de la nouvelle arrogance des grandes industries de la communication. Les médias dominants privilégient leurs intérêts privés au détriment de l'intérêt public, confondent liberté d'expression et liberté d'entreprendre et considèrent que cette dernière est la première des libertés. C'est un abus. La liberté d'entreprise ne peut en aucun cas prévaloir sur le droit des citoyens à disposer d'informations rigoureuses et véridiques, ni servir de prétexte à la diffusion de fausses nouvelles, de diffamation ou de campagnes de manipulation de masse. La liberté des médias n'est rien d'autre que le prolongement de la liberté d'expression collective, fondement de la démocratie. Et en tant que tel, il ne peut être confisqué par une poignée d'oligarques. Il ne faut pas oublier que les médias continuent d'être, dans l'état de droit, le seul pouvoir sans contre-pouvoir, ce qui crée un déséquilibre préjudiciable à la démocratie. L'explosion du journalisme. Ignacio Ramonet.